Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer un courant de pensée psychologique puissant et pourtant méconnu, la psychologie adlérienne. Moi-même, je ne connaissais pas ce courant il y a quelques années encore. C'est parce qu'une amie m'a offert un livre et je vous conseille de le lire si vous avez déjà travaillé sur vous. Ça s'appelle Le courage de ne pas être aimé. Ce livre parle de la psychologie adlérienne. Ce courant psychologique rappelle quand même le courant philosophique du stoïcisme. Avec cette phrase, ce n'est pas notre passé qui nous détermine, mais le sens que nous lui donnons. On va développer un peu tout ça dans ce podcast. Je veux aussi vous parler d'estime de soi, de blessures d'enfance et de courage. Je vais vous partager aussi un exemple personnel, ma blessure de rejet, et comment elle est passée dans ma vie d'un fardeau à une force. C'est un épisode qui résonne avec tout ce qu'on a vu déjà sur la confiance en soi, sur l'effet Pygmalion, sur le biais de confirmation. Si vous n'avez pas écouté ces épisodes, je vous invite à le faire. Tous ces mécanismes façonnent notre rapport à nous-mêmes. Et pour moi, il est essentiel de les comprendre, de les intégrer pour apprendre plus sur nous, pour avancer sur notre chemin, pour avoir un rapport plus objectif avec nous-mêmes, pour nous guérir, pour avancer, pour grandir et s'épanouir de plus en plus chaque jour. Alors, je vous propose de vous installer, de respirer et de partir avec moi dans l'exploration de la psychologie adlérienne. Tout d'abord, la psychologie adlérienne, c'est quoi ? C'est une approche qui affirme une chose essentielle. Nous ne sommes pas le produit de notre passé. Elle a été développée par Fred Adler, qui lui a donné son nom. C'est un psychologue autrichien du début du XXe siècle qui a été l'un des premiers à proposer une lecture téléologique, donc c'est-à-dire orientée vers le but, du comportement humain. Contrairement à Freud, qui regardait dans le rétroviseur, qui regardait le passé, qui analysait le passé, Adler, lui, il regarde devant. Il regarde le futur. Il regarde le présent. Par exemple, pour Adler, c'est pas parce que j'ai été rejeté enfant que je suis timide adulte. C'est parce que je veux éviter les conflits et rester dans ma zone de confort que j'ai choisi inconsciemment. J'ai choisi la timidité comme stratégie. Mon passé ne détermine pas qui je suis. C'est ce que je choisis de garder de mon passé qui va influencer mes stratégies. Et cette idée, aussi dérangeante soit-elle, elle est puissamment libératrice en réalité. Je sens que ce podcast va déranger beaucoup de personnes, va titiller beaucoup d'ego, va titiller beaucoup d'histoires qu'on se raconte. Mais vraiment, c'est hyper libérateur comme vision. Dans le livre que je vous ai conseillé en introduction, Avoir le courage de ne pas être aimé, il y a un philosophe qui explique à un jeune homme en colère que sa souffrance n'est pas due à son passé, mais à la signification qu'il choisit de lui donner. Il lui dit « Tu n'es pas en colère parce que tu as une enfance difficile, tu es en colère parce que tu as choisi aujourd'hui d'utiliser cette souffrance comme prétexte pour ne pas changer. » Et ça, quand on a eu l'habitude de justifier notre inaction ou le fait de se sentir victime dans sa vie présente par des justifications du passé, c'est vraiment une claque. Mais c'est aussi une invitation au pouvoir personnel. Dans ce bouquin, le philosophe il ajoute que chaque individu peut, à tout moment, choisir une autre façon d'être au monde, d'être, de s'exprimer dans le monde. Mais que pour ça, ça demande du courage.
Ça demande le courage d'abandonner l'excuse du passé, le courage de s'exposer aux autres et surtout, c'est le titre du livre, le courage de ne pas être aimé. Parce que quand on change, quand on sort de son rôle, on dérange. Quand on a pris de l'habitude d'être là pour les autres, ou d'être timide, ou de ne pas déranger, en changeant, en s'autorisant à être qui on est, parfois on peut décevoir ceux qui avaient intérêt à ce qu'on reste blessé, à ce qu'on reste dépendant, à ce qu'on reste silencieux. Dans la psychologie adlérienne, Adler parle aussi de fiction guidante. C'est quoi? C'est une histoire intérieure qu'on se raconte dès très jeune et qui guide tous nos choix dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte. Ça peut être des fictions intérieures comme si je suis pas parfaite, on va me rejeter. Si je fais plaisir, on va m'aimer. Ou alors, si je sais que je ne vais pas faire assez bien, autant ne pas essayer. Toutes ces croyances, elles deviennent comme des lunettes déformantes, des filtres à travers lesquels on voit le monde. Et Adler dit qu'il ne faut pas corriger les lunettes, il faut juste les enlever. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé fascinant dans ce bouquin. C'est finalement regarder avec objectivité qu'on a fait les choix de ces fardeaux. On a choisi de les garder. Et si on les veut plus, en fait, il suffit de les enlever. Donc c'est pour ça que je dis, lisez ce livre si vous avez déjà travaillé sur vous. Parce que si vous n'avez pas encore travaillé sur vous, c'est vraiment une claque. Et une claque qui peut faire ressurgir l'ego. L'ego qui va dire, non, c'est n'importe quoi, j'ai vécu une enfance difficile, c'est normal que je sois comme ça à l'âge adulte, c'est normal que je n'arrive pas à faire les choses, c'est normal que je n'ai pas confiance en moi. Et c'est là tout le secret de la psychologie adlérienne. Elle nous redonne le pouvoir de garder ou d'enlever nos fardeaux. Adler distingue aussi le sentiment d'infériorité et le complexe d'infériorité. Pour lui, le sentiment d'infériorité est normal et moteur. Il pousse à évoluer, à apprendre, à créer. Par contre, le complexe d'infériorité, lui, c'est une excuse pour ne pas agir. Il se dit, je ne peux pas changer parce que je suis comme ça, à cause de ce qui m'est arrivé, à cause de l'histoire que je me raconte. Et c'est là que le message devient clair. On ne souffre pas parce que notre vie est difficile, on souffre parce qu'on refuse de changer la lecture qu'on a de notre vie. Pour certaines personnes, il est plus confortable de rester dans l'histoire qu'elles se racontent, plutôt que de s'autoriser à changer cette histoire, parce que ça veut dire changer presque toute leur vie. Ça veut dire ouvrir les yeux sur tout ce que je me suis raconté. Ça veut dire remettre l'ego à sa place. Ça veut dire, en fait, je n'ai pas eu raison, j'ai eu tort, et avoir tort pour l'ego, c'est horrible, de me raconter tout ça toute ma vie. Dans ce livre, avoir le courage de ne pas être aimé, c'est la liberté d'être soi, même au prix de ne pas plaire. C'est apprendre à se définir par ce que l'on est, et non par ce que les autres attendent. Ça rejoint le stoïcisme que j'aime beaucoup, vous le savez. Ce qui dépend de moi, c'est mon attitude, pas la vie qu'on a de moi. Et si je choisis de m'aimer, si je choisis de m'aimer, en fait, ça implique aussi le fait de déplaire, parce que je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Alors je choisis la liberté. Je choisis la liberté d'exister sans masque, ou en tout cas à minima. Et je choisis la liberté d'agir pour moi, et non pas pour répondre à une attente extérieure. Je choisis ma liberté de penser, ma liberté d'agir. Et je ne choisis pas de correspondre à ce que les autres attendent de moi. Ce que je dis souvent dans mes accompagnements, c'est que quand on choisit de plaire aux autres, quand on choisit de se couper de partie de soi-même pour correspondre aux attentes des autres, on est doublement perdant. Parce qu'on va être aimé de personnes, la personne va nous aimer, mais elle va aimer une partie de nous qui n'est pas nous. Elle va aimer l'image qu'on renvoie au monde, mais nous intérieurement, on sait que c'est pas nous. Et donc, on se fait double peine. On voit que la personne qui est en face de nous nous aime, mais on sait que c'est pas nous qu'elle aime. Elle aime ce qu'on s'autorise à montrer au monde. Et ce qu'on s'autorise à montrer,
c'est pas nous entièrement. C'est peut-être au mieux des parties de nous-mêmes où c'est une personnalité totalement en accord avec ce que l'autre attend et c'est pas nous. Donc on ne s'autorise pas à montrer qui on est et on se fait aimer pour qui on n'est pas. C'est complètement délirant en fait cette façon d'exister. Je vais vous partager une expérience perso. Comme vous savez, j'ai longtemps vécu avec la blessure de rejet. Même si elle est encore présente dans ma vie, cette blessure de rejet aujourd'hui, pour moi, c'est une force. J'ai eu longtemps vécu avec ce sentiment de ne pas être attendue. Pourquoi? Parce que dans mon histoire, j'étais attendue en tant que garçon. Je suis arrivée fille. Je n'ai pas changé de sexe entre-temps. J'ai eu ce sentiment intérieur, à l'intérieur du ventre de ma mère, de ne pas être désirée. Pourquoi? Parce que ma mère, avant moi, avait fait une fausse couche. Donc elle avait cette angoisse de perdre cet enfant qui était moi. Et j'avais ce sentiment de ne pas avoir le droit d'exister tel que j'étais. Parce que j'avais été attendue comme un garçon, parce que il y avait des attentes de la part de mes parents. Et puis, ma mère a fait un burn-out suite à l'arrivée de moi, de ce petit bébé dans sa vie. Petit bébé qu'elle a désiré, hein, bien sûr, mais cette grossesse a été pleine d'angoisse, l'accouchement a été difficile, c'était une fille qui est arrivée à la place d'un garçon. Ça fait beaucoup de choses. Et tout ça, l'enfant, le petit bébé le ressent. C'était subtil, c'était diffus, mais ça se traduisait par des comportements très concrets. Pour moi, dans ma vie, de petit enfant. J'avais du mal à prendre la parole dans un groupe. On ne m'entendait pas. J'évitais les confrontations. Je cherchais l'approbation à tout prix. Je ressentais une peur viscérale de décevoir. Pour moi, il fallait que je sois parfaite. Parce que je n'avais pas été l'enfant attendu. En tout cas, c'était l'histoire qui était racontée. Et j'avais une peur aussi de décevoir ou d'être trop, de prendre trop de place. Dans la scolarité, j'étais une enfant qui était plutôt effacée, calme, discrète, souriante, hein, mais pas à sa place. Je ne prenais pas ma place. Et c'est resté comme ça pendant très 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 longtemps dans ma vie, jusqu'au moment où moi-même je suis devenue maman. Et en fait, il y a tout un travail qui a été fait, des choses qui ont été comprises. Je ne vais pas vous donner les détails, mais vraiment, quand j'ai lu cette phrase dans ce livre, on ne souffre pas de nos expériences passées, mais de la signification que nous leur donnons aujourd'hui, dans notre présent. Ça a été vraiment révélateur, violent, mais libérateur. Violent parce que je m'étais construite avec cette blessure de rejet. Elle faisait partie intégrante de ma personnalité. Et ça a été libérateur parce que j'avais déjà travaillé sur moi et que ça m'a fait rire de comprendre que, bah oui, je m'étais construite avec une histoire que je m'étais racontée, une histoire que je pensais être vraie, 100% vraie. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce livre que j'avais le choix, mais vraiment le choix, de ne plus subir cette blessure, que je pouvais juste l'observer et la transformer. L'observer, en faire une force, même si au moment où j'avais lu ce livre, j'avais déjà cette notion que cette blessure de rejet était devenue une force. C'est pour ça que je vous conseille de lire ce livre une fois que vous avez déjà travaillé sur vous. Aujourd'hui, ma blessure de rejet, je dis ma blessure de rejet parce que c'est la mienne, elle m'appartient, je la vois comme un point de bascule. Elle m'a rendue plus fine dans l'écoute, plus attentive à ceux qui se sentent invisibles. Elle m'a poussée à développer une forme de présence douce, mais déterminée. Elle m'a surtout offert un terrain fertile pour le courage. Le courage d'être qui je suis, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Adler dit que le sens que nous donnons à notre souffrance détermine si elle nous brise ou si elle nous construit. Aujourd'hui, je choisis de croire que cette blessure, ma blessure de rejet, c'est pas un handicap, c'est devenu une force d'empathie, de lucidité, d'affirmation. C'est cette blessure de rejet qui me permet de faire les podcasts. C'est cette blessure de rejet qui me permet d'être attentive dans mes séances de sophrologie. C'est cette blessure de rejet qui me permet de vous proposer des méditations.
C'est cette blessure de rejet qui me permet d'être une infirmière à l'écoute de ses patients. Et puis si on regarde du côté de l'estime et de la confiance en soi, qu'on a développé dans le podcast précédent. Dans la vision adlérienne, la confiance en soi, elle se développe aussi dans l'action. C'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on cultive en osant sortir de ses excuses. Et puis on peut faire le lien avec le stoïcisme. C'est comme une philosophie complémentaire. Les stoïciens, ils nous rappellent que le contrôle est intérieur et que ce que les autres pensent de moi ne dépend pas de moi. Et ce qui dépend de moi, c'est ce que je choisis de faire malgré mes peurs. Et tout ça, ça rejoint la pensée d'Adler. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui compte. C'est pas l'histoire que je me raconte, c'est la direction que je choisis. Alors personnellement, j'ai choisi de ne plus m'identifier à mes blessures, même si je parle de ma blessure de rejet. J'ai choisi de les traverser. Et quand je décide de ne plus attendre d'avoir confiance pour agir, mais d'agir pour créer la confiance, quand j'accepte que je ne serai pas toujours aimée, mais que je peux toujours être alignée avec moi-même, je m'offre la liberté, la vraie liberté, celle qui me permet d'être qui je suis, à n'importe quel moment de ma vie. Si j'ai envie d'envoyer chier, à ce moment-là, j'envoie chier. Si j'ai envie d'être à l'écoute, je serai à l'écoute. Mais c'est vraiment en fonction de comment je me sens, de me sentir libre. La vraie liberté, c'est pas de toujours réagir pareil. Si les personnes en face de vous peuvent prévoir vos réactions, à ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas libre dans qui vous êtes. Vos réactions dépendent de votre état du moment, dépendent de comment vous vous sentez, dépendent de votre capacité à écouter, de comment vous vous êtes nourri. Si les personnes peuvent prévoir à l'avance vos réactions, vous n'êtes pas libre. Vous êtes enfermé dans un personnage, vous êtes enfermé dans une histoire. Ce que nous enseigne la psychologie adlérienne, c'est un changement radical de posture intérieure. Et c'est vraiment ce que je trouve fascinant dans cette psychologie, même si je n'en suis pas une experte, c'est qu'on n'est pas les victimes de notre passé, mais on est les créateurs de notre avenir. On renverse complètement la psychologie de Freud, on renverse complètement les notions du développement personnel qui nous disent d'aller chercher dans le passé, de réparer nos blessures, de réparer qui on est, de pardonner à nos parents, etc., pour avancer. La psychologie adlérienne, elle est beaucoup plus radicale. On n'est pas les victimes de notre passé, on est les créateurs de notre avenir. C'est à nous de choisir si on s'attarde ou non sur ce passé. Ce changement, d'un point de vue de la psychologie adlérienne, demande une qualité rare, qui est le courage. Pas le courage de tout affronter sans peur, non, mais le courage de regarder en face ce que nous évitions de voir, de regarder nos excuses, de regarder nos fuites, de regarder nos justifications. Comme le dit Adler, les gens ne sont pas en colère parce qu'ils ont eu une vie difficile. Ils choisissent la colère pour éviter d'aller de l'avant. C'est une justification. C'est une excuse. C'est une manière de fuir la réalité. C'est une manière de fuir ses responsabilités. Et ça, c'est dans un sens confrontant. Très confrontant. Surtout pour l'ego. Mais c'est aussi hyper libérateur. Parce qu'à ce moment-là, je ne deviens plus victime, je deviens acteur de ma vie. Je deviens la personne qui choisit de rester soit dans le statut de victime, ou soit de choisir d'avoir le courage d'avancer. La psychologie adlérienne, comme le stoïcisme, nous invite à une puissance tranquille, celle de prendre soin de ce qui dépend de nous, nos choix, notre regard, notre posture, et de lâcher le reste, le passé, le regard des autres, l'amour conditionnel. Et c'est exactement là que l'estime de soi se reconstruit. Pas dans la perfection, mais dans la fidélité à soi-même. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Objectivement, quelles sont
les excuses que vous utilisez encore pour ne pas vivre la vie que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher ces excuses, même si cela implique d'être incompris par votre entourage, même si cela signifie de ne pas être aimé par tout le monde? Est-ce que vous vous sentez prêt à être qui vous êtes vraiment? Si ce podcast vous a plu, vous a appris quelque chose, je vous invite à le commenter, à le liker, à le partager. Peut-être des personnes en ont besoin autour de vous. Je vous propose de nous donner rendez-vous la semaine prochaine afin d'explorer ce qu'est le travail sur soi, objectivement. On en entend beaucoup parler de ce travail sur soi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne. Et rappelez-vous, votre passé peut vous expliquer, mais il ne vous définit pas. Il ne définit pas votre présent.